Une fillette de 6 ans a été réprimandée et chassée de la maison par son beau-père. Sa valise s'est ouverte, ses vêtements se sont éparpillés dans la cour, sa robe était tachée de saleté et son petit visage était brouillé par les larmes. Elle s'est agenouillée en sanglotant désespérément, suppliant qu'on la laisse rester, mais personne n'a aidé l'enfant jusqu'à ce qu'un millionnaire s'approche, lui tende la main et prononce une seule phrase qui a laissé tout le monde sous le choc. À partir de maintenant, tu viens avec moi. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire sur cette histoire et donnez-lui une note de 1 à 10. Je vous souhaite quelques moments de détente en écoutant cette histoire. Et maintenant, commençons. La lourde porte en bois s'ouvrit en grand, résonnant dans le couloir de la maison. Une semaine s'était écoulée depuis les funérailles, mais la maison en bois n'avait pas connu un seul jour de paix. Emily Carter, 6 ans, se tenait debout, serrant une petite valise contre sa poitrine, les yeux remplis de confusion. Elle avait autrefois été le centre de cette maison, bercée par les chansons de sa mère. Autrefois portée dans les bras de son beau-père lui lisait des histoires avant de dormir. Aujourd'hui, cette chaleur n'était plus qu'un souvenir. David Carter, 40 ans, un homme autrefois doux et calme, était maintenant affalé dans un fauteuil en cuir. Son chemisier rayé vert et jaune était froissé. Sa main serrait un verre d'alcool à moitié vide. L'alcool avait rougi ses yeux. Sa voix était rauque et instable. Il rugissait. Sa voix résonnait dans le salon. « Tu n'es pas mon enfant. Tu n'es qu'un fardeau. Va-t'en, va-t'en. » Tout de suite, Emily tressaillit, ses petites mains tremblantes agrippant la poignée de la valise. Elle tenta de se diriger vers les escaliers, mais une poussée soudaine dans le dos la fit tomber sur les marches. La valise s'ouvrit brusquement, les vêtements se répandirent partout, et son vieil ours en peluche, un cadeau d'anniversaire de sa mère, roula sur le sol car l'effroi. La femme qui se tenait à proximité, Vanessa Blake, 30 ans, la cousine de la défunte mère d'Emily, se précipita vers David. Sa robe rouge moulante et ses boucles dorées brillaient sous la lumière. Ses lèvres étaient peintes d'un sourire rouge, se dirigea rapidement vers David. Sa robe rouge moulante et ses boucles dorées brillaient sous la lumière. Ses lèvres étaient peintes d'un sourire rouge vif. Elle toucha doucement le bras de David, sa voix feignant de l'apaiser. « David, arrête, pauvre enfant. Tu as trop bu. » Mais lorsqu'elle se tourna vers Emily, ses yeux brillèrent d'un sourire moqueur qui disparut tout aussi vite derrière un masque de pitié. Emily vit tout, mais n'osa rien dire. Dehors, dans la cour, quelques voisins se tenaient cachés derrière la clôture. Ils soupiraient et chuchotaient entre eux, mais aucun n'osait intervenir. La porte de cette maison était depuis longtemps fermée à toute ingérence. Emily se releva péniblement, ramassa l'ours en peluche et le serra contre sa poitrine. Les yeux brillants des larmes coulaient sur ses joues. Elle murmura presque comme si elle ne s'adressait qu'à elle-même. « Papa, tu m'avais promis de ne jamais me quitter. » David descendit les marches en titubant, le visage assombri. « Arrête de faire semblant, pas, je te l'ai déjà dit. » Emily s'agenouilla, la voix brisée mais claire. « Je serai sage, je ne ferai pas de bruit, je peux dormir sur le canapé si tu veux, mais s'il te plaît, ne m'envoie pas dehors, ne m'appelle pas papa. » David s'écria. « Ta mère est partie, c'est fini. Je ne porterai plus aucun fardeau, ne m'appelle pas papa, » s'écria David. « Ta mère est partie, c'est fini. Je ne porterai plus aucun fardeau. » « Je ne suis pas un fardeau. » Emily secoua la tête à plusieurs reprises, serrant son ours en peluche si fort que ses mains devinrent pâles. « Je peux faire du porridge comme maman m'a appris. Je travaillerai dur, s'il te plaît. Ne plus boire, ça me fait peur. » « Tais-toi, » rugit David en pointant son doigt vers son visage. « Tu es exactement comme ta mère. Tu me ramènes toujours au passé. »« Le passé, c'est notre famille, » sanglota Emily. « Tu me portais sur ton dos pour m'emmener au parc, tu ne te souviens pas? » Vanessa se pencha vers elle, sa voix douce coulant comme de l'huile sur le feu. « David, ça suffit. Laisse-la apprendre à s'en sortir toute seule, » murmura-t-elle, un sourire triomphant fugace sur les lèvres. « Papa, s'il te plaît. » Emily pressa ses mains l'une contre l'autre, les genoux en sang après s'être effondrés sur le carrelage. « Tu es tout ce qui me reste. Sors d'ici. » David serra les dents en poussant la valise dans la cour. Les vêtements se répandirent partout. Même sa chemise de nuit froissée n'aime fait pas le redire. À ce moment-là, des pas fermes résonnèrent à l'entrée. Un homme grand, vêtu d'un costume couleur crème, franchit le portail, portant un sac en cuir noir.
Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage sévère, mais ses yeux brillaient de détermination et de compassion. C'était Jonathan Reed, 35 ans, avocat réputé à New York et fondateur du cabinet Reed & Partners. Il avait représenté de grandes entreprises et détenait une fortune que la presse louait souvent, mais il ne s'en était jamais vanté. Aujourd'hui, il n'était pas là pour affaires, mais parce qu'une promesse qu'il avait faite autrefois à Sarah, une vieille amie qui venait souvent rendre visite à sa fille. Mais la scène qui s'offrait à lui le paralysa. La petite fille était affalée sur les marches, ses vêtements éparpillés, son ours en peluche tombé sur le côté, tandis que David vacillait et que la femme à ses côtés souriait d'un air victorieux. Sans un mot, Jonathan s'avança, ramassa l'ours en peluche et le plaça délicatement dans les mains d'Emily. Sa voix était calme mais suffisamment résolue. « David, c'est ainsi que tu traites l'enfant. » David se raidit un instant, puis grogna. « Jonathan, pour qui te prends-tu pour t'immiscer dans mes affaires? C'est ma maison, ma famille. Sors immédiatement. » Jonathan redressa le regard, fixant fermement David. « Le problème, c'est que tu jettes une enfant sans mère à la rue. Cet enfant est la fille de la femme qui t'a aimé de tout son cœur, David. » Emily serra son ours en peluche contre elle et leva les yeux, les larmes aux yeux, mais au fond d'elle-même, une faible lueur vacillait, la première depuis la mort de sa mère. Jonathan se tourna vers elle, lui tendit la main et parla lentement, chaque mot se gravant dans l'air lourd comme un serment. « À partir de maintenant, tu viens avec moi. » Emily hésita. Elle jeta un coup d'œil à David, espérant qu'il l'empêcherait de partir, mais David détourna les yeux et retourna à l'intérieur. Vanessa sourit, triomphante. Enfin. La petite main tremblante d'Emily toucha celle de Jonathan derrière elle, la porte se referma dans un bruit sourd, scellant la fin de sa vie passée et marquant le début d'un nouveau voyage, celui où une enfant retrouverait sa famille et où un homme sauverait le destin d'une petite fille. Jonathan se baissa, ramassa la valise qui s'était ouverte et y rangea rapidement les quelques affaires d'Emily. Il épousseta l'ours en peluche avec sa manche, puis le remit dans les bras de l'enfant. Sans un mot, il aida gentiment Emily à se relever. Sa petite main agrippa son poignet comme si elle avait peur de s'échapper. « Allons-y, ma chérie, » dit Jonathan doucement. Il ouvrit la porte de la Bentley, attacha la ceinture de sécurité et ajusta le siège pour l'adapter à la taille d'une enfant de 6 ans. Emily serra l'ours en peluche contre sa poitrine, les yeux rouges, incapable de lever la tête. Le gilet couleur crème de Jonathan était taché lorsqu'il se pencha trop en avant, mais il ne le remarqua pas. Pas remarqua. Il alluma le chauffage, vérifia une nouvelle fois la ceinture de sécurité, puis ferma la porte. De l'autre côté du porche, la porte d'entrée de la maison restait fermée. À côté, Madame Linda Green, la vieille voisine, écarta juste assez le rideau pour voir. Elle ouvrit sa fenêtre et cria dans la rue déserte. La petite fille n'a rien de mal, sa voix tremblait, mais elle exprimait une conviction ferme. Jonathan leva les yeux et lui fit un signe de tête en signe de gratitude. Il se souviendrait de ce visage, car il était important maintenant, car la vérité avait besoin de témoins. Jonathan contourna la voiture pour s'installer Owett à démarrer le moteur. À l'intérieur de la voiture, l'air semblait lourd, comme si tous les sons avaient été avalés. Emily était assise, immobile, serrant si fort son ours en peluche que ses ongles s'enfonçaient dans le tissu. Parlant lentement, baissant la voix pour ne pas l'effrayer, Jonathan a dit « Jonathan, tu t'appelles Emily, n'est-ce pas? Je crois avoir entendu ta mère parler de toi. » Emily serra les lèvres, sa voix n'était qu'un murmure. « Je m'appelle Emily. » Jonathan esquissa un sourire triste. « Ta mère était ma meilleure amie. Je te promets que je ne vais pas te laisser seule. » Emily bougea légèrement, gardant toujours la tête baissée. « Maman parlait souvent de l'oncle Jonathan, » murmura-t-elle. « Elle disait que tu étais le seul à toujours l'aider. » Il prit une profonde inspiration pour stabiliser sa voix. « Merci de me dire ça. À partir de maintenant, les choses seront différentes. Tu es en sécurité maintenant. » Emily serra l'ours en peluche plus fort contre elle. Après une longue pause, elle murmura « Je peux rester avec toi, au moins pour cette nuit? » « Bien sûr, » répondit Jonathan immédiatement. « Ma maison est à Manhattan, il y a une chambre d'amis. Je vais appeler pour que la femme de ménage prépare des couvertures chaudes pour toi. » Le téléphone de Jonathan vibra doucement. L'écran affichait le nom d'Anna Roberts, son assistante personnelle au cabinet d'avocat. Il mit le téléphone en mode silencieux,
Ne voulant pas briser le calme fragile qui venait de s'installer autour de l'enfant, il tapa un court message à la place. « N'appelle pas pour l'instant, je m'occupe de quelque chose d'important. Je te rappellerai plus tard. » À son cabinet, tout le monde était habitué à ce qu'il choisisse les gens plutôt que le travail, surtout lorsqu'il s'agissait d'un enfant. La voiture quitta le quartier calme de Scarsdale. Jonathan augmenta légèrement le chauffage, prit une petite bouteille d'eau dans la console et la tendit à Emily. « Bois une gorgée. » Emily accepta la bouteille à deux mains et but de petites gorgées, en prenant soin de ne pas renverser, comme si une seule erreur pouvait lui faire perdre tout ce qu'elle avait. Jonathan l'observait dans le rétroviseur, se demandant par où commencer. « Quand j'avais ton âge, dit-il, j'ai dû quitter un endroit qui était censé être mon foyer. J'ai grandi dans un orphelinat. Il y avait des jours où je me sentais invisible, comme si personne ne me voyait jamais, mais ta mère me voyait, et il y avait aussi une amie, quelqu'un qui m'a aidé à traverser la période la plus sombre. » Emily tourna lentement son visage vers lui pour la première fois depuis qu'elle était montée dans la voiture. Elle le regarda, les yeux encore gonflés, mais la panique qui s'y lisait s'était atténuée. « Maman te parlait souvent? » « Oui, répondit Jonathan. Nous parlions de ton amour pour le dessin, de ton goût pour la glace à la vanille de Central Park et de ta manie de dormir en serrant ton ours en peluche dans tes bras. Elle était fière de toi. » Emily déglutit péniblement. Elle posa la bouteille et serra à nouveau l'ours en peluche dans ses bras. Après les funérailles, papa David ne voulait plus me regarder. Tante Vanessa disait que j'avais tout gâché. Elle disait qu'une fois que papa aurait signé tous les papiers, je plus être là. J'ai vraiment essayé d'être sage. Sa voix se brisa, puis elle ajouta doucement, comme si elle avait peur de réveiller quelque chose de caché. Maman me manque tellement. Chaque soir, elle me lisait une histoire. Parfois Charlotte's Web, parfois Good Night Moon. Après la lecture, elle me chantait une berceuse. Elle chantait toujours You Are My Sunshine. Quand elle chantait, je n'avais pas peur du noir. Maintenant, la nuit, je n'arrive plus à éteindre la lumière. Jonathan sentit sa poitrine se serrer, mais il garda un ton calme. Il laissa le silence s'installer suffisamment longtemps pour que ses mots restent suspendus dans l'air sans interruption. Dans son esprit, l'image de la chambre d'hôpital revint, l'odeur âcre du désinfectant, le visage de Sarah amaigri par le cancer, et son dernier appel où elle disait « Si quelque chose arrive, veille sur elle pour moi. » Et maintenant, sa fille était assise à côté de lui, serrant un ours en peluche usée, avouant qu'elle n'osait plus dormir dans le noir. Il ne pouvait pas comprendre comment des adultes pouvaient traiter un enfant de cette façon. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à prouver qu'il mérite d'être dans une maison. Jonathan dit lentement, « Ce n'est pas ta faute. Les adultes vivent leur deuil de manière compliquée et parfois, ils laissent les autres les égarer. Mais cela ne fait pas de toi une erreur. Ici, tu es en sécurité. » Emily ne répondit pas tout de suite. Au bout d'un moment, elle glissa un petit doigt dans la manche de la veste de costume de Jonathan, la caressant légèrement, comme pour vérifier si elle était bien réelle. Jonathan resta immobile, considérant ce geste comme une réponse. Il fit signe et s'engagea sur la voie. Sa voix s'adoucit. « Ce soir, repose-toi. Demain, nous parlerons avec quelques personnes de confiance. Il y a une détective nommée Maria. Elle est très compétente. Et si tu es d'accord, pendant la journée, je t'emmènerai voir un psychologue pour enfants, juste pour m'assurer que tu dors bien, que tu manges bien et que tout va bien. » Emily acquiesça légèrement. Elle n'avait pas encore ouvert complètement son cœur, mais elle ne se recroquevillait plus comme elle l'avait fait sous le porche. Sur ses genoux, l'ours en peluche était lissé avec plus de soin. La voiture se rapprochait de la ville. La route était longue, mais le silence à l'intérieur était différent maintenant. C'était comme un lieu de repos, pas un gouffre sans fond. Jonathan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit que ses yeux étaient encore rouges, mais fixés sur lui comme s'il était son point d'ancrage. « Emily, dit-il, je ne t'abandonnerai pas. » La jeune fille leva le visage, les lèvres légèrement tremblantes. Sa voix était si douce qu'elle ressemblait presque à un souffle. « Est-ce que ma mère t'a déjà dit à qui je devrais faire confiance si un jour je me retrouvais seul? » Jonathan ne répondit pas tout de suite à la question d'Emily. Il activa le clignotant et se rabattit sur la voie lente, posant doucement sa main chaude sur la petite main de la fillette en guise de réconfort. « Rentrons d'abord à la maison, dit-il. Ensuite, je te raconterai. » La voiture s'arrêta devant un immeuble de Manhattan. Le portier, M. Harris, ouvrit la portière et s'inclina.
Ses yeux s'adoucirent de sympathie lorsqu'il vit la petite fille serrant un ours en peluche, mais il conserva le sang-froid professionnel d'un homme de service. « Bonsoir, Monsieur Reed. » Jonathan hocha la tête et dit doucement, « Pourriez-vous porter la valise, s'il vous plaît? » Monsieur Harris répondit simplement, « Oui, monsieur », et les suivit en silence dans l'ascenseur. Emily se tenait près de Jonathan, agrippant la sangle de l'ours en peluche comme si c'était sa bouée de sauvetage. Jonathan appuya sur le bouton de l'étage et regarda les chiffres s'allumer un par un. Il baissa la voix. « Ta mère m'a parlé une fois. Elle a dit que si quelque chose de grave arrivait, tu pouvais me faire confiance. » Emily leva légèrement la tête puis baissa rapidement les yeux, comme si elle avait peur d'espérer trop. Les portes s'ouvrirent. Mlle Parker, la gouvernante d'âge mûr, attendait. Elle vivait selon les principes rigoureux de l'ordre américain, directe mais discrète. J'ai réchauffé la soupe au poulet, du pain grillé et du lait chaud. Elle regarda Emily et lui adressa seulement un sourire doux, sans poser d'autres questions. Jonathan la remercia et ajouta « Je m'occuperai de l'enfant ce soir. Reposez-vous tôt, s'il vous plaît. » La salle à manger était juste assez éclairée. Jonathan tira une chaise pour Emily, posa un bol de soupe et un petit verre de lait devant elle. La vapeur s'élevait doucement, mais Emily ne toucha pas à la cuillère. Elle resta assise, les yeux fixés sur la table, lissant l'ourlet de la robe de son ours en peluche. Jonathan s'assit en face d'elle, sans la presser. Il posa sa propre cuillère, puis se mit à parler. « Quand j'avais ton âge, je n'avais personne non plus. J'ai grandi dans un orphelinat. Les autres enfants se moquaient de moi à cause de mes chaussures bon marché et de mon vieux manteau. Les gens disaient que je ne serais jamais rien. » Emily leva légèrement les yeux comme si elle voulait en savoir plus. « À l'époque, ta mère était juste en face de l'orphelinat, » continua lentement Jonathan. « Elle venait souvent jouer avec les enfants, apportant des biscuits, des livres d'occasion et parfois quelques beaux manteaux. Elle se souvenait du nom de chacun d'entre nous, nous demandait ce que nous avions étudié ce jour-là, ce que nous voulions lire le lendemain. Pour moi, elle a fait beaucoup de petites choses qui se sont avérées formidables. Me montrer le chemin de la bibliothèque, payer les frais d'examen que je pas les moyens de me payer un manteau à ma taille. Et surtout, elle m'a donné confiance en moi alors que tout le monde baissait les bras. C'est ta mère qui m'a aidé à rester ferme et à trouver la détermination nécessaire pour m'en sortir, afin qu'un jour, je puisse être là où je suis aujourd'hui. » Emily leva la cuillère, remua la soupe une fois, puis la reposa. Elle serra les lèvres pendant un long moment, puis fondit en larmes, comme si elle les avait retenues pendant trop longtemps. « Je veux juste que papa David me serre dans ses bras une dernière fois, comme avant que maman ne meure. À l'époque, il me soulevait, m'achetait de la glace à la vanille, me lisait des histoires. Maintenant, il me regarde sans me voir, comme s'il regardait à travers un mur. » Jonathan lui tendit un mouchoir. Il ne se précipita pas pour lui offrir un réconfort vide de sens. Il la laissa pleurer, car les larmes sont aussi le moyen qu'a le corps. « Tu as le droit de te souvenir, » dit-il après avoir pris une profonde inspiration. « Mais tu as aussi le droit d'être aimé à nouveau. Personne ne peut te voler tes souvenirs, et l'avenir t'attend toujours. » Emily s'essuya les yeux et rapprocha le verre de lait. Elle but une gorgée, puis une autre. La soupe était encore chaude et elle la mangea à petites cuillerées, lentement. Ce n'était pas par manque d'appétit, mais au moins, elle ne se privait plus de nourriture. Jonathan se leva et alla dans la cuisine. Il revint avec une petite boîte qu'il la posa devant elle et l'ouvrit pour révéler un porte-clés en métal rayé en forme d'étoile. « Quand j'ai quitté l'orphelinat, c'était tout ce que j'avais. Ta mère me l'a donné et m'a dit, « Quand tu as peur, tiens-le bien, il te rappellera que quelqu'un croit en toi. Maintenant, je te le donne. Quand tu as peur, serre-le fort et souviens-toi que je suis là. » Emily toucha légèrement l'étoile du bout du doigt, puis retira sa main. Elle leva les yeux vers Jonathan, le regard moins méfiant, mais toujours prudent. « Si papa David veut me voir, alors quoi? » Jonathan garda une voix basse et calme. « Tout d'abord, tu dois être en sécurité. Le reste, c'est aux adultes de s'en occuper, d'assumer leurs responsabilités et de régler les choses. Quand tu seras prête, alors nous parlerons de la rencontre. » Le repas se termina lentement. Mlle Parker emporta le plateau doucement. Jonathan conduisit Emily à travers le salon jusqu'à une petite chambre d'amis. Le lit était déjà fait avec des draps propres et une lampe de nuit en forme de lune était posée sur la table de chevet.
Il vérifia la fenêtre, tira les rideaux, puis ouvrit le placard et en sortit un pull léger. « Si tu as froid, mets ça. » Emily posa son ours en peluche sur l'oreiller et fixa la lampe de nuit pendant un long moment. Elle se retourna, hésitante. Mon oncle avait-il toujours peur de ma mère? Elle avait peur, oui, répondit Jonathan. Elle avait peur de ne pas vivre assez longtemps pour te voir grandir. Mais elle a choisi de croire. Elle croyait que des gens bien te trouveraient et que tu trouverais des gens bien. La petite fille acquiesça et grimpa dans le lit. Jonathan recula pour qu'elle puisse sentir son propre espace. Il tamisa les lumières, ne laissant qu'une douce lueur avant de fermer la porte. Il parla à travers le petit interstice. « Si tu as besoin de moi, appelle-moi à tout moment. » La porte se referma doucement, mais la lumière du couloir resta allumée. Jonathan retourna dans son petit bureau et ouvrit son portefeuille. Une photo défraîchie apparut, sur laquelle femme souriante, appuyée contre son épaule, les yeux brillants comme les premières lueurs de l'été. Il posa la photo sur le bureau, à côté d'un dossier non ouvert. Le téléphone s'alluma. Un message d'Anna Roberts disait « Voulez-vous que j'organise une rencontre avec l'inspectrice Maria et la psychologue pour enfants, le docteur Leah Simmons? Elle a un créneau demain matin. » Jonathan répondit « Demain à 9 heures et contactez l'avocat Michael Turner dans l'après-midi. Merci, Anna. » Il s'assit tranquillement, à l'écoute du bruit de petits pas dans le salon. Rien, seulement la respiration régulière d'un enfant qui s'était enfin endormi profondément. Jonathan tint la photo et ferma les yeux un instant, comme s'il parlait à l'ami qu'il avait perdu. « Je tiendrai ma promesse. » Cette nuit-là, Jonathan éteignit la lumière du salon et s'assit pour veiller sur Emily qui dormait. Dans un autre coin de la ville, le bruit sec d'un verre contre le comptoir en bois rompit le silence. David Carter appuya son coude sur le bord, l'odeur de l'alcool se mêlant à celle, rance, de la fumée de cigarette. Mark Sullivan, son compagnon de beuverie de longue date, s'assit à côté de lui et fit tourner la glace dans son verre par habitude. Âgé de 45 ans, Mark était imprudent dans ses paroles et aimait pousser les autres à faire des choses qu'ils regretteraient plus tard. « Bois, David, » dit Mark en riant. « Ça te dégourdira les idées. » David vida son verre. Ses paupières étaient lourdes et sa voix était rauque. « C'est un fardeau quand je la regarde. Tout ce que je vois, ce sont des choses qui ne reviendront jamais. » Mark fit signe au barman de servir une autre tournée. « Reste simple. Une fois les papiers signés, tu auras enfin la paix. Sans ta signature, nous ne serions même pas assis ici ce soir. » La porte du bar s'ouvrit. Vanessa Blake entra, vêtue d'une robe rouge, ses boucles blondes captant la lumière. Elle se dirigea droit vers David, posa sa main fine sur son épaule et lui dit d'une voix apaisante. « Tu es épuisé et c'est tout à fait naturel. Cette fille ressemble trop à sa mère. Elle te rappelle sans cesse le passé. Tu as besoin de repos. » David détourna le visage, mais il ne retira pas son épaule de la main de Vanessa. Il a commandé un autre verre. Vanessa a poussé un soupir discret, puis s'est glissée entre David et Mark, revendiquant cet espace comme le sien. Au fond du bar, une jeune femme s'est levée de son siège, faisant semblant de passer un coup de fil. Personne n'y a prêté attention. Elle portait une casquette de baseball et une veste sombre, et son regard ne manquait rien. C'était l'inspectrice Maria Santos, une inspectrice de la brigade criminelle, qui avait pour habitude de rester immobile comme une ombre jusqu'au moment précis où elle devait intervenir pour saisir l'essentiel. Le regard de Vanessa se tourna vers la porte. Carla White apparut. Elle semblait avoir environ 28 ans, était très maquillée et tenait une épaisse enveloppe à la main. Carla passa devant le comptoir comme une rafale de vent et glissa l'enveloppe dans le sac à main de Vanessa sac à main, avec une aisance acquise par l'habitude, puis se pencha pour murmurer « Tout y est, la procuration pour gérer le fonds fiduciaire, quelques ordres de virement et le projet d'accord. Il ne manque plus que sa signature. » Vanessa acquiesça faiblement sans regarder Carla, se retourna et se blottit contre David, la voix mielleuse. « Tu n'as plus qu'à signer. Je m'occupe du reste. Je te promets que tout sera réglé. Les comptes, la maison, personne ne t'embêtera plus. » David plissa les yeux, sortit son portefeuille et ses doigts s'arrêtèrent sur la pochette contenant une vieille photo. 3 personnes dans la lumière de l'après-midi, lui plus jeune, la femme qu'il avait perdue et Emily, encore toute petite. Un silence glacial lui transperça la poitrine comme un vent froid et sa main trembla légèrement.
Non, murmura David. Pas ce soir, pas encore. Mark ricana en donnant un coup de coude à David. Combien de temps veux-tu être hanté? Signe et dors enfin comme un homme en paix. Vanessa posa l'enveloppe sur le comptoir et l'ouvrit légèrement. Les papiers brillaient sous la lumière du bar. Sa voix était douce comme de la laine. Ce n'est qu'une formalité, David. Je ne te prends rien. Je t'aide à trouver la paix. David regarda la première page. Les lettres et en gras concernant l'autorisation temporaire étaient floues à travers le brouillard de l'alcool. Il déglutit péniblement. La photo qui dépassait de son portefeuille montrait encore un coin d'une vieille étreinte de 3 personnes qui le regardaient sans un mot. Sa respiration s'alourdissait. Il frappa le fond de son verre contre le comptoir avec un craquement sec, comme s'il voulait noyer ses souvenirs au fond du verre. « Apportez-moi un stylo. » Mark gloussa et fit signe au serveur d'en apporter un. Vanessa approcha les papiers et posa le stylo à l'endroit où il devait signer. Elle se pencha, sa voix effleurant son oreille. « Ici, David. » À la table du fond, Maria leva discrètement son téléphone. Elle zooma alors que Carla indiquait la ligne de texte. Vanessa poussa l'enveloppe vers l'avant tandis que Mark bloquait la vue derrière lui. Le léger clic de l'appareil photo se fondit dans la musique de fond. David posa le stylo sur le papier, son poignet se figea. La photo dans son portefeuille resta ouverte. La petite fille sur la photo souriait, un sourire datant de plusieurs années, avant que le ciel ne s'effondre. David cligna des yeux, la veine de sa tempe battant furieusement. « David !» Vanessa le pressa avec impatience, aiguisant sa voix. « Signé. » Il prit une longue inspiration et avala une gorgée d'alcool, comme pour se donner du courage. Le stylo griffonna une ligne tremblante. L'encre s'infiltra dans le papier. Maria prit une autre photo. Son appareil captura la main tremblante de l'homme, l'épaisse enveloppe et le regard acéré que Vanessa lança à Carla comme un couteau. Mark leva son verre bien haut. « C'est le David que je connais. » Vanessa ferma l'enveloppe, la glissa dans son sac et laissa un mince sourire se dessiner sur ses lèvres comme un fil rouge. « C'est fini. À partir de demain, les choses seront beaucoup plus calmes. » David pressa sa main contre son visage. Il ne regardait personne. Dans son portefeuille, la vieille photo glissa plus profondément dans la fente en cuir, cachée à la vue. À la table du fond, Maria baissa son téléphone, se leva et passa sans les regarder, ne laissant qu'un pourboire au serveur. Ses pas étaient fermes et légers. Au moment où la porte se referma derrière elle, elle avait déjà ce qu'elle était venue chercher. Le moment où 3 noms apparaissaient ensemble dans un cadre. David, Vanessa, Carla et une signature encore humide d'encre. Lorsque la porte du bar se referma derrière Vanessa, l'inspectrice Maria Santos avait déjà suffisamment de photos. À l'aube, Jonathan reçut un court email. « Il y a des preuves. Protégez les filles. Je vous tiendrai au courant. » Il regarda Emily qui dormait, hocha la tête puis tapa un message à quelqu'un d'autre. En fin de matinée, Jonathan emmena Emily chez Mme Linda Green, de l'autre côté de la rue. Une couronne funéraire blanche était encore accrochée depuis le jour des funérailles. Linda ouvrit rapidement la porte et, dès qu'elle vit Emily, elle la serra dans ses bras, la voix brisée. « Ma chérie, j'ai frappé à la porte, je leur ai parlé. » Mais elle s'est arrêtée et a dégluti. Ses mains âgées tremblaient comme si le simple fait de toucher Emily y pouvait lui causer de la douleur. Emily se tenait tranquillement dans cette étreinte, son ours en peluche serré entre elles. Elle ne pleurait pas, elle reposait simplement sa tête sur l'épaule de Linda, comme si elle cherchait une odeur familière. Monsieur Henry, le mari de Linda, resta en retrait et posa une carafe d'eau et quelques biscuits sur la table. C'était un homme peu loquace, mais son regard était calme et chaleureux. Ils s'assirent autour de la petite table à manger. Jonathan ouvrit son cahier et demanda la permission d'enregistrer. Linda prit une profonde inspiration et parla lentement pour que sa voix ne tremble pas. « J'ai vu la fille s'agenouiller et le supplier de ne pas le faire, mais Elle détourna le visage et s'essuya les yeux. Il l'a quand même repoussé et cette femme à Vanessa a dit « Laisse-le faire ». Puis elle a fermé la Emily traînant une chaise avec précaution et s'assit près de la fenêtre. Elle sortit un crayon de sa poche et une feuille de papier vierge. Sans qu'on lui dise quoi que ce soit, elle commença à dessiner une maison et 3 personnages. La mère au milieu, Emily à gauche et l'homme à droite, tournant le dos. Les traits de crayon étaient irréguliers, mais très nets. Jonathan regarda le dessin, la gorge serrée.
Il ajusta le micro et baissa la voix. Voulez-vous m'en dire plus? Seulement si vous le souhaitez. Emily garda les yeux fixés sur le papier. J'ai entendu tante Vanessa dire, murmura-t-elle, qu'une fois que papa aura signé tous les papiers, je ne serai plus là. Le crayon appuya plus fort sur le dessin de la porte. Elle l'ombra soigneusement, comme si tout se concentrait dans cette seule charnière. Linda saisit la main de Jonathan et la serra légèrement. « Faites quelque chose, cette fille n'en peut plus. » Jonathan acquiesça et sortit son téléphone pour appeler l'avocat Michael Turner. Turner, presque 40 ans, était un proche collègue de Jonathan et était connu pour sa persévérance dans les litiges familiaux. Sa voix était ferme et assurée. « Envoie-moi tout, vidéo, photos, déclaration des témoins. Je vais demander une ordonnance de protection temporaire pour elle et je vais déposer une demande d'audience d'urgence. » Jonathan a transféré l'email de Maria ainsi qu'un résumé du témoignage de Linda. Turner répondit immédiatement par SMS. « Un témoin voisin, c'est de l'or. Retrouvez-moi au bureau à 14 heures. Amenez la fille si elle le souhaite, mais assurez-vous qu'elle se repose d'abord. » Jonathan rangea son téléphone et se tourna vers Emily. Il s'assit à sa hauteur. « Je viendrai avec toi. Personne n'a le droit de t'effacer de ta propre maison. » Emily leva les yeux. Son regard était voilé d'une fine couche de brouillard, mais il n'était plus assombri. « Et si papa ne plus veut de moi? » Jonathan posa sa main sur le dossier de sa chaise, en prenant soin de ne pas la toucher pour qu'elle ne sursaute pas. « Alors nous laisserons la justice répondre à cette question. Et même si c'était le cas, il y a encore des gens qui veulent de toi. Je suis l'un d'entre eux. » Linda apporta une petite tasse de chocolat chaud. Elle la posa devant Emily, puis poussa le dessin au milieu de la table. « Signe ton nom, Emily, pour qu'on saurions tous que c'est ta voix. » Emily écrivit son nom en lettres majuscules, formant soigneusement chaque trait. À côté, elle dessina une petite étoile. Jonathan prit une photo du dessin et demanda la permission de garder l'original. Linda acquiesça en tenant la main de la jeune fille main un peu plus longtemps, comme pour lui donner de la force avant de partir. Henry a tendu à Jonathan une feuille de papier pliée. « J'ai noté les heures auxquelles j'ai vu la voiture garée hier. J'ai entendu M. David crier. Si nécessaire, je parlerai. »« Merci, » a dit Jonathan en lui serrant la main. « Nous ferons appel à vous. » Dans la cour, une douce brise agitait les rosiers. Emily marchait lentement, serrant sa peluche contre sa poitrine. Jonathan a ouvert la portière de la voiture, s'est penché et a attaché sa ceinture de sécurité. Il s'est arrêté un instant et lui a demandé doucement s'il tu aimerais manger quelque chose aujourd'hui, n'importe quoi. « Du pain grillé avec du beurre, » répondit Emily, « et si possible de la glace à la vanille, mais je n'en mangerai qu'un peu. » Jonathan sourit. « D'accord, on fera le pain grillé. La glace sera pour plus tard, après avoir rencontré un de mes amis sur le chemin du retour à Manhattan. » Le téléphone vibra. Turner appela en vidéo, son visage apparaissant clairement à l'écran. « J'ai programmé le dépôt. L'inspectrice Maria m'enverra le dossier original. Jonathan, nous avons besoin d'un psychologue pour enfants afin de procéder à une évaluation préliminaire. Non pas pour étiqueter la fille, mais pour prouver qu'elle subit des mauvais traitements. »« C'est déjà fait, » répondit Jonathan. « Et je veux demander une ordonnance restrictive temporaire contre Vanessa. Il y a des raisons valables pour cela, » dit Turner fermement. « Nous allons nous en occuper immédiatement. » L'appel prit fin. Jonathan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Emily regardait le paysage défiler derrière la vitre. Elle se tourna et parla d'une petite voix, comme si elle posait la première pierre d'une nouvelle fondation. « Je te fais confiance, mais mon père me manque toujours. »« Tu peux le regretter tout en étant protégé, » répondit Jonathan. « Ces deux choses ne sont pas incompatibles. » Ce soir-là, les lumières du cabinet d'avocats brillaient. Turner étala les dossiers sur la table, les assemblant pour former une image claire. Un message de Maria disait « Les photos sont sur le serveur et une court extrait audio. » Linda a envoyé la déclaration sous serment. Henry a confirmé la chronologie. Le dessin d'Emily était posé au centre, comme une carte simple que seul un cœur honnête pouvait pleinement comprendre. Jonathan se tenait debout, regardant Turner. Sa voix était grave et assurée, sans hésitation. « Nous allons porter cela devant les tribunaux, » dit-il. Turner ferma le dossier. Jonathan prit son manteau et tint la main d'Emily en se levant. « Allons-y, » dit-il doucement. « Nous allons au tribunal. » Emily acquiesça en serrant son ours en peluche contre elle.
Elle marchait à ses côtés, sans s'éloigner d'un pouce. Le couloir du tribunal familial de Manhattan était baigné de lumière. Turner marchait devant pour ouvrir la voie, un épais dossier sous le bras. L'inspectrice Maria Santos attendait déjà. Elle tendait rapidement une clé USB et adressa un signe de tête affirmatif à Jonathan. « L'original est là-dedans, dit-elle. « Je témoignerai si nécessaire, répondit Jonathan, avant de se baisser pour redresser le col d'Emily. « Tout ce que tu as à faire, c'est dire la vérité, murmura-t-il. Personne ne peut te faire taire. » La porte de la salle d'audience s'ouvrit. La juge Patricia Coleman, âgée de 50 ans, calme et posée, était assise dans le fauteuil présidentiel. Elle fit une brève introduction, soulignant la sécurité de l'enfant tout au long de l'audience. Sa voix n'était ni froide ni douce, mais elle fit taire toute la salle, se tenait à Jonathan et l'avocat Michael Turner. De l'autre côté de l'allée, Vanessa Blake entra comme si elle marchait sur un tapis rouge, sa robe moulante attirant tous les regards. À ses côtés se trouvait Peter Dawson, 40 ans, un avocat redoutable connu pour ses attaques féroces. David Carter le suivait, le col froissé, les yeux enfoncés et fatigués. Vanessa se pencha et murmura, ses lèvres effleurant son oreille comme une lame sèche. « Tu dois prouver que la fille n'est pas normale, sinon nous perdrons tout. » Les épaules de David tressaillirent légèrement, mais il ne répondit pas. Le juge confirma l'identité des deux parties. Turner se leva et déclara brièvement. « Votre Honneur, nous demandons une ordonnance de protection temporaire pour Emily et nous présentons des preuves d'expulsion et de manipulation d'actifs. » Jonathan tendit la clé USB de Maria à la greffière. Linda et Henry étaient assis au dernier rang, se tenant la main, le regard inquiet mais déterminé. Dawson a soulevé une pile de papier, d'un ton neutre, comme s'il avait répété son discours. La défense présente une évaluation psychologique de l'enfant. Le document indique qu'Emily fait preuve d'instabilité, invente des histoires et ne peut pas rester dans un environnement déclencheur. Il a posé une photocopie sur la table et l'a fait glisser vers la greffière. Vanessa a levé le menton et a regardé Jonathan avec un air triomphant. Turner a haussé un sourcil. « Votre Honneur, pouvons-nous connaître le fondement et l'identité de la personne qui a réalisé cette évaluation? » Dawson a esquissé un sourire, un spécialiste en conseil familial. « Pour des raisons de confidentialité, nous demandons à ce que son nom ne soit pas divulgué à ce stade. » La juge Coleman a tapoté légèrement son marteau. « Sans identification et vérification professionnelle, ce document ne sera pas considéré comme une preuve. Cependant, la Cour note que la défense devra prouver sa validité si elle a l'intention de continuer à s'appuyer dessus. » Jonathan s'est penché vers Turner et lui a murmuré « Suis le rythme, les laissez nous entraîner dans la boue. » Turner acquiesça, puis demanda la permission d'appeler la voisine comme témoin. Linda s'avança et parla d'une voix calme, par petits fragments, sa voix se brisant à certains moments. « J'ai vu la petite fille à genoux. Je l'ai suppliée de ne pas le faire, mais la porte s'est quand même fermée. » David baissa la tête, la main crispée. C'était au tour d'Emily. Jonathan souleva la petite fille pour la faire monter à la barre, gardant sa main fermement posée sur son bras jusqu'à ce qu'elle se tienne debout. Il se pencha vers elle et murmura. « Dis simplement ce dont tu te souviens. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup, seulement la vérité. » Emily acquiesça, les yeux rivés sur la couture défaitée, s'y agrippa fermement. Dawson redressa sa cravate, essayant d'imposer son autorité. « Emily, sais-tu que mentir est mal? » Emily cligna des yeux, la voix faible. « Je sais. Avez-vous déjà inventé une histoire juste pour que M. Jonathan vous offre des cadeaux? » Jonathan se leva d'un bond. « Objection, suggestif et insultant. » Le juge Coleman répondit. « Objection retenue, maître Dawson. Tenez-vous-en aux faits. » Turner s'avança, bloquant la moitié du champ de vision de Dawson. Sa voix était calme. « Emily, peux-tu dire à la cour pourquoi tu avais peur de rentrer chez toi ce jour-là? » Emily déglutit péniblement. « Parce que tante Vanessa a dit que quand papa aurait fini de signer les papiers, je plus être là. » Toute la salle d'audience est devenue silencieuse. Dawson a serré les lèvres, puis a levé la main pour demander l'accès au rapport. Il a parlé rapidement. Comme la cour peut le constater, l'enfant est traumatisé. C'est un signe d'instabilité. Turner a immédiatement répliqué. Être forcé de quitter son domicile n'est pas un traumatisme, c'est une expérience réelle.
Jonathan a posé un autre dossier sur la table. Des emails, des photos, des déclarations, ainsi que l'enregistrement de l'accord immobilier réalisé la nuit précédente par l'inspecteur Santos. Vanessa s'est raidie pendant un instant, puis s'est appuyée de la transaction immobilière de la veille. Vanessa se raidait un instant, puis appuya son épaule contre David et lui murmura à l'oreille d'une voix si douce qu'elle en était effrayante. « Tout ce que tu as à faire, c'est dire que la fille a tout inventé. Juste une phrase. » David fixait ses chaussures, tirant sur l'ourlette de sa chemise comme s'il cherchait quelque chose à quoi s'accrocher, et ses yeux reflétaient un mélange confus de peur et de regret. L'alcool n'avait pas complètement disparu, mais il ne pouvait étouffer le bruit de ses souvenirs. La juge Coleman parcourut la liste des preuves, puis leva les yeux. La Cour admettra provisoirement le témoignage du voisin comme crédible et acceptera la pièce à conviction Index 5, une clé USB contenant des images. Le rapport psychologique n'est pas vérifié et ne peut donc pas encore être utilisé comme preuve concluante. Le marteau frappa une fois, d'un coup sec et ferme. Emily resta immobile pendant un long moment. Elle avait envie de pleurer, mais elle lutta pour rester calme. Ses lèvres tremblaient comme si elles étaient pressées contre un grain de sel. Jonathan lui serra la main, lui insufflant le rythme d'une respiration régulière. « J'ai là, murmura-t-il, je suis là. » La jeune fille prit d'une profonde inspiration et leva le visage. Son regard passa devant Dawson, devant Vanessa, et s'arrêta sur David. Il n'y avait aucune accusation, seulement un désir ardent frappant à la porte de la mémoire. Papa se brisa. « Tu te souviens quand on a mangé une glace ensemble à Central Park? » La question d'Emily retentit dans la salle d'audience comme un caillou frappant la surface d'un étang calme. David leva instinctivement la tête, puis se figea. Il déglutit péniblement, la gorge sèche comme du papier. Personne ne dit un mot, seul le doux grattement du stylo du greffier sur le papier. Emily serra plus fort l'ours en peluche. Elle prit une inspiration, la retint un instant, puis expira lentement. C'était un dimanche. Maman était assise sur le canapé et lisait un livre. Papa m'avait porté sur son dos jusqu'à la porte et avait dit « Allons, allons chercher un peu de soleil. Nous sommes allés à Central Park. » Papa m'a acheté 2 boules de glace à la vanille. L'une d'elles a fondu dans ma main et il a ri avant de la lécher pour la nettoyer. Je lui ai dit que c'était dégoûtant et il a ri encore plus fort. Puis nous sommes allés au lac et papa a plié un bateau en papier à partir d'un ticket de caisse et l'a mis à flot. Il a dit que si le vent était favorable, le bateau atteindrait l'endroit même où maman se tenait ce jour-là. Le vent était parfait. Sa voix était calme et claire. Chaque phrase donnait l'impression qu'elle posait une autre brique dans les fondations d'une vieille maison. Jonathan se tenait à côté du podium, synchronisant silencieusement sa respiration avec celle d'Emily Turner, fixait son cahier, son stylo fermement serré dans sa main, mais immobile. David vacillait sur son siège. Les images lui revenaient comme une marée, le livre à la couverture bleue dans les mains de sa femme, le léger parfum de la glace à la vanille, le ticket de caisse froissé dans sa poche, la douceur collante dans la petite paume de sa fille. Des petites choses, mais aussi lourdes qu'une vie entière. Emily se tourna complètement vers lui. « Tu étais le meilleur, papa. Pourquoi tu ne me reconnais même plus? » David ne pouvait plus se retenir contre la chaise. Il s'affaissa, une main couvrant la moitié de son visage. L'odeur d'alcool persistait, mais sa vision s'éclaircissait à travers le brouillard. « J'avais tort, » murmura-t-il, brisé, comme quelqu'un qui réapprend à parler. « Maria, j'ai laissé Vanessa m'induire en erreur. J'ai abandonné ma petite fille. » L'inspectrice Maria Santos pencha légèrement la tête, mais ne l'interrompit pas. Elle nota simplement une autre heure dans son carnet. Au dernier rang, Linda toucha doucement la main d'Henry. Aucun des deux ne parla. Toute la salle semblait retenir son souffle. Vanessa se leva d'un bond, la voix aiguë comme du verre. « Ne l'écoutez pas, elle invente tout ça. Les enfants se trompent tout le temps dans leurs souvenirs. »« David, » dit-elle. David ne la regarda pas. Il baissa la main de son visage, révélant des yeux injectés de sang. « Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. »« Invente pas, » dit-il doucement, plus à lui-même qu'à quiconque. Peter Dawson intervint immédiatement. « Votre honneur, la défense s'oppose à ce que cette salle d'audience soit transformée en scène pour des démonstrations émotionnelles. Nous demandons que la procédure reste centrée sur des documents professionnels. » Jonathan se redressa et intervint d'un ton ni fort ni faible, mais ferme.
Un enfant ne peut pas inventer le désir. La juge Coleman leva la main pour demander le silence. Elle regarda Emily, puis David, avant de se tourner vers Dawson. Cette salle d'audience n'est pas le lieu pour des attaques personnelles, maître. Revenez à des questions basées sur les faits. Vanessa agrippa le bord de la table si fort que ses jointures blanchirent. Si la Cour permet à un enfant de tout contrôler, alors nous n'avons plus aucune loi. Turner se tourna vers elle, la voix calme, comme s'il faisait un nœud. La loi commence par la vérité, et la vérité vient de s'exprimer par la voix d'un enfant. Emily se figea à ces mots. Elle cligna rapidement des yeux, les larmes lui montant aux yeux et coulant sur ses joues. Elle ne sanglotait pas bruyamment. Ce n'étaient que de petites gouttes qui roulaient sur ses joues et imprégnaient son col, laissant une trace salée. Jonathan sortit son mouchoir et le tendit. La petite main d'Emily reposait toujours dans la sienne, qui se réchauffait lentement. David regarda sa fille comme s'il venait de récupérer une photo au fond de l'eau. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Puis une seule larme coula sur sa joue avant qu'il ne puisse l'essuyer. Elle tomba sur le dos de sa main, se brisant silencieusement comme une excuse brisée. Tout le monde dans la salle d'audience la vit. Personne ne chuchotait plus. Le silence n'était plus un vide, mais un espace pour qu'un homme admette ce qu'il avait perdu. Dawson se remit à parler. La juge Coleman souleva le dossier devant elle et le referma soigneusement. Elle baissa les yeux vers la barre des témoins, puis se tourna vers le dernier rang. L'inspectrice Santos Maria se tenait debout, boutonnant sa veste alors qu'elle s'avançait dans l'allée. Son regard n'était ni froid ni réconfortant, il était direct, comme un fil électrique reliant l'événement à la vérité. Le juge fit un signe de tête. « Je voudrais présenter de nouvelles preuves concernant des transactions suspectes liées à Mademoiselle Blank II, Vanessa Blake. » Maria s'avança au centre de la salle d'audience, reçut la clé USB des mains greffiers et la brancha à l'ordinateur. L'écran sur le mur s'alluma. Elle regarda droit vers le siège de l'accusé. Sa voix n'était pas forte mais claire dans chaque mot. « C'est ta voix, Vanessa. » Signe-la et la file disparaîtra. Le bruit du bar résonna dans la salle silencieuse. Le tintement des verres, le bruissement des papiers, le murmure de Vanessa, la respiration lourde de David. Une longue pause suivit. Jonathan posa doucement sa main sur le dos d'Emily. La jeune fille ne quittait pas l'écran des yeux, serrant son ours en peluche plus fort. Turner demanda la permission de présenter les relevés bancaires. Maria lui tendit les impressions couleurs. 2 virements du fonds successoral de la mère d'Emily vers le compte de CW Consulting. Maria ajouta d'un ton neutre. La titulaire du compte est Carla White, 28 ans, votre amie proche. Une assignation à comparaître avait été signifiée ce matin. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. L'huissier fit entrer Carla. Elle baissa la tête pour éviter le regard de Vanessa. Dawson s'est levé pour protester, mais la juge Coleman a levé la main. « Asseyez-vous, avocate. Le témoin est appelé à la barre. » Carla a dégluti et sa voix a tremblé. Mademoiselle Vanessa a dit que c'était juste pour gérer temporairement l'argent. Elle m'a dit d'ouvrir une société écran. J'ai reçu l'argent et je l'ai renvoyé selon ses instructions. Turner a demandé lentement. « Quelles instructions? » Carla a jeté un bref regard à Vanessa, puis s'est détournée. Ce soir-là, au bar, elle a dit qu'une fois qu'il aurait signé, la petite fille devrait déménager. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Vanessa a frappé la table et sa chaise a raclé le sol. « Tais-toi, Carla. Tu as eu ta part, pensais pas que ça irait aussi loin. » Vanessa frappa la table, sa chaise grinçant sur le sol. « Tais-toi, Carla. Tu as eu ta part. Ne fais pas semblant du contraire. » La juge Coleman frappa du marteau. Accusé, gardez le silence. Maria fit signe au greffier de passer le 2e enregistrement. La voix de Vanessa retentit à nouveau, presque collée à l'oreille de David dans le bar. « Tu n'as qu'à signer, JJ m'occupe du reste. » David se tenait le front. Il tremblait comme s'il venait de sortir de l'eau glacée. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Une autre personne attendait dehors, citée à comparaître. Mark Sullivan entra, son regard autrefois dur, désormais modéré. Il monta à la barre, n'osant pas regarder dans la direction de David. J'étais là, j'ai entendu Vanessa le dire mot pour mot. M. Carter était très ivre. Elle a poussé les papiers devant lui et lui a dit de simplement signer et d'en finir. Je n'ai jamais pensé à l'enfant. Vanessa a explosé. Vous vous êtes tous ligués pour me calomnier. Vous êtes exactement comme votre sœur. Vous me volez toujours tout.
Ses mots ont déchiré le vernis poli. Toute la salle d'audience s'est tournée vers elle. Dans les yeux de Vanessa Nee avait plus aucune trace de chagrin fin, seulement du venin et une vieille rancœur. Emily tressaillit et enfouit son visage dans son bras. Jonathan se pencha et murmura « Tout va bien, tu es en sécurité. » Dawson tenta de sauver la situation. « Votre honneur, les émotions de l'accusé peuvent se substituer à des preuves. Quant au soi-disant rapport psychologique, Turner l'interrompit en posant un autre dossier sur la table. Ce rapport a été rédigé par une personne sans licence d'exercice. Nous l'avons vérifié auprès du Conseil des psychologues de l'État. Ce document est un faux. La juge Coleman reçut le reçu de vérification et fixa Dawson du regard pendant un long moment, puis elle se tourna vers Vanessa. « Souhaitez-vous expliquer les ordres de transfert? » Vanessa serra les lèvres, ses yeux cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, mais il n'y avait rien. Sa respiration s'accéléra, puis elle s'écria dans un flot de phrases incohérentes. « Je voulais seulement lui faciliter les choses. Cette fille, elle le ramenait toujours dans le passé. Elle... Jonathan répondit calmement, sans élever la voix. « Personne n'a rien volé. Tu as choisi cette voie toi-même. » David leva la tête pour la première fois et regarda Vanessa droit dans les yeux. « Je t'ai laissé faire. J'assume ma part de responsabilité. » Dans la salle d'audience bondée, le grattement du stylo du greffier était encore audible. Linda expira comme si elle venait de lâcher une poignée de pierre. Henry hocha lentement la tête. Emily se redressa, elle ne souriait pas, mais la peur dans ses yeux s'était atténuée. La juge Coleman ferma le dossier, sa voix était posée, comme une balance en équilibre. La cour se retirera pour délibérer demain à 9h. Le verdict sera annoncé. Le marteau frappa, le son était net et définitif. Vanessa haletait, les yeux brillants de rage. Carla baissa les épaules. Mark inclina la tête. David pouvait à peine se tenir debout, la main agrippée au bord de la table. Jonathan se pencha et murmura à l'oreille d'Emily, « Tu as été très courageuse aujourd'hui. » Emily acquiesça légèrement. Elle regarda la juge quitter la salle, le cœur encore battant mais plus frénétique. Au bout de l'allée, Maria ferma son cahier et adressa un bref signe de tête ferme à Turner. La réponse serait donnée le lendemain matin. À 9h, tout le monde retourna dans la salle d'audience. Les portes s'ouvrirent et la juge Patricia Coleman prit place sur le banc. Toute la salle se leva puis se rassit. Jonathan Reed tira discrètement une chaise pour Emily et plaça l'ours en peluche sur ses genoux. L'avocat Michael Turner rangea ses dossiers de l'autre côté. Vanessa Blake était assise, raide. Peter Dawson gardait la tête baissée, tandis que Carla White et Mark Sullivan restaient silencieux, comme s'ils venaient de se réveiller d'un cauchemar. La juge examina le rapport final d'une voix calme et claire, après avoir pris en considération les témoignages, les preuves et les vérifications indépendantes. La Cour conclut que la défenderesse Vanessa Blake est coupable de détournement de fonds et de fraude. Elle est condamnée à une peine de prison. Les complices Carla White et Mark Sullivan encourent les responsabilités pénales et civiles correspondantes. L'avocat Peter Dawson est radié du barreau pour avoir présenté des documents falsifiés et violé l'éthique professionnelle. Un léger murmure se répandit et s'éteignit rapidement. Vanessa se leva d'un bond, les lèvres remuant, mais aucun son ne sortit. Les huissiers s'approchèrent. Elle se tourna vers David, les yeux remplis à la fois de désespoir et de haine, puis baissa la tête alors qu'on l'emmenait. Carlos sanglotait doucement. Mark ne pouvait même pas lever la tête. David se leva très lentement. Il se tourna vers Emily pour la première fois. Il s'approcha d'elle sans que Vanessa ne se tienne entre eux. Sa voix était rauque et tremblante. « Je t'ai trahi, toi et ta mère. Je ne mérite pas d'être appelé père. » Emily serra l'ours en peluche contre elle. Elle détourna le visage, une larme coulant sur sa main. Elle murmura juste assez fort pour qu'il l'entende. « Je ne peux pas te pardonner pour l'instant, mais je ne veux pas te perdre à nouveau. » David acquiesça comme s'il recevait sa propre sentence privée. Il parla doucement, presque comme une promesse à lui-même. « Je vais réparer mes torts, peu importe le temps que cela prendra. » Jonathan posa sa main sur l'épaule d'Emily, ferme et chaleureuse. « Le pardon ne vient pas en un jour, mais l'amour peut recommencer dès maintenant. » L'inspectrice Maria Santos ferma son carnet et fit un petit signe de tête à Turner, assis au dernier rang.
Madame Linda Green s'essuya les yeux avec un mouchoir tandis que Monsieur Henry posait doucement sa main sur l'épaule de sa femme. Tout le monde semblait attendre le verdict final. Le juge Coleman examina le dossier de tutelle et poursuivit. En ce qui concerne la garde, afin de garantir l'intérêt supérieur d'Emily, le tribunal décide que la tutelle temporaire sera partagée entre Jonathan Reed et David Carter, sous la supervision de l'Agence de protection de l'enfance. Tout contact avec des tiers doit être approuvé. Une femme d'âge moyen s'avança et se présenta brièvement. « Je m'appelle Karen Lou. Je suis assistante sociale nommée par le tribunal. Je superviserai les horaires de visite, apporterai un soutien psychologique à l'enfant et soumettrai des rapports périodiques. » Ses paroles étaient concises, son regard était doux mais ferme. Le greffier a lu à haute voix le calendrier des visites, la date de la première séance de thérapie et le numéro d'urgence. Turner a signé la confirmation. Jonathan a demandé un rendez-vous séparé pour le lundi suivant. Karen a acquiescé et l'a rapidement noté dans son carnet. À la fin de l'audience, tout le monde s'est dispersé. David s'est tenu à une certaine distance d'Emily, sans s'approcher plus près qu'elle ne pouvait le supporter, et lui a simplement dit « Je te verrai jeudi après-midi au bureau de Mademoiselle Karen. Je serai là à l'heure. » Emily ne répondit pas, mais elle acquiesça très légèrement dans le couloir. Des lumières jaunes se déversaient sur le sol en pierre. Maria s'arrêta pour féliciter brièvement Emily. Linda embrassa Emily en lui chuchotant « Tu t'en es très bien sorti. » Turner serra la main de Jonathan, la voix calme mais assurée. « Nous avons fait la moitié du chemin. Ils sont sortis sur les marches du palais de justice. Le vent de la ville soufflait, transportant l'odeur du café d'un chariot de rue au coin de la rue. Jonathan a ouvert la portière de la voiture et a attendu qu'Emily monte. Elle a tenu la portière sans la fermer complètement, puis elle l'a regardée. Ses yeux étaient encore gonflés, mais elle n'avait plus peur. « Penses-tu pas? » Emily a hésité, assise, sa voix tremblant comme un violon nouvellement accordé. « Je peux à nouveau faire confiance à papa? » Sur les marches du palais de justice ce jour-là, Emily a demandé doucement. Jonathan a ouvert la portière de la voiture et s'est penché à sa hauteur. « La confiance n'est pas une réponse qui vient tout de suite, dit-il lentement. Elle se construit à travers de petites choses répétées au fil du temps. Si ton père peut le faire, ton cœur le saura. » Les mois passèrent. Karen Lou surveillait les visites programmées tous les jeudis. David arrivait à l'heure, s'asseyait dans la salle de consultation, parlait peu, mais tenait sa parole. Il avait arrêté de boire. Sur le bureau de Karen se trouvait la petite broche en argent que David lui avait fièrement montrée après sa toute première réunion de groupe. Une étape importante pour un homme qui essayait de recommencer à zéro. Il a demandé à retourner dans son ancien atelier de menuiserie, prêt à prendre des heures supplémentaires et à se concentrer sur des tâches répétitives afin que son esprit ne vagabonde pas. Emily a rencontré un psychologue pour enfants, comme le tribunal l'avait suggéré lors des premières séances. Au début, qu'elle ne faisait que dessiner, mais peu à peu, elle a commencé à parler davantage, mentionnant sa mère, l'odeur de la glace à la vanille, la chemise rayée jaune et verte, et les nuits de peur après les funérailles. Pendant ce temps, elle vivait avec Jonathan, qui s'attachait aux choses, être présent au dîner, laisser la veilleuse allumée, ne jamais fermer complètement la porte de sa chambre. Il créa une fondation au nom de la mère d'Emily pour venir en aide aux orphelins, demandant à Turner et Anna de s'occuper des formalités administratives. Chaque fois qu'il parlait de la fondation, Jonathan marquait une pause, comme s'il se souvenait de celle qui avait posé la première pierre du chemin qu'il suivait désormais. Cet après-midi-là, ils avaient convenu de se retrouver à Central Park. Emily portait une nouvelle robe blanche. Jonathan s'assit sur leur banc habituel, une coupe de glace à la vanille est posée entre eux. Il regarda sa montre, puis se tourna vers le chemin. David apparut au bord de la rue. Il resta immobile pendant quelques secondes, prit une profonde, puis s'avança. « Bonjour, ma chérie, » dit-il d'une voix calme et posée. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste être là pour te voir grandir. » Emily ne répondit pas immédiatement. Elle prit une cuillerée de glace et la laissa fondre dans sa bouche, comme pour en tester la douceur. Au bout d'un moment, elle ouvrit son sac à dos et en sortit son vieil ours en peluche. Elle le tint à deux mains, se redressa et regarda David droit dans les yeux. « Maman m'a acheté ça, » dit Emily. « Je te le donne, mais j'attendrai de voir si tu changes. » David le prit et le serra contre sa poitrine comme s'il portait une responsabilité.
Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement. Il parlait doucement, pas trop fort, de peur de l'effrayer, mais chaque mot avait du poids. Je la porterai avec moi chaque fois que je viendrai et chaque fois, je ferai exactement ce que j'ai promis. Jonathan les observait tous les deux, un léger sourire aux lèvres. Il n'interrompit pas ce moment, seulement quand Emily se tourna vers lui. « Tu as deux pères maintenant, Emily. L'un qui, avec ta mère, a créé les souvenirs que tu portes en toi et l'autre qui t'aidera à construire ton avenir. » Emily regarda Jonathan, puis David. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air frais du parc remplir ses poumons. Elle tendit la main gauche pour prendre celle de Jonathan et, de la main droite, elle tendit le bras vers David. David hésita un instant, puis plaça sa main rugueuse dans celle de sa fille. « Je vais essayer de faire à nouveau confiance, » dit Emily, « parce que je pense que maman le voudrait aussi. » Karen se tenait à distance, observant les trois depuis l'allée. Elle écrivit une courte ligne dans son carnet, puis le referma. Les mots n'étaient pas vraiment nécessaires. Certaines images parlaient d'elles-mêmes. Ils marchèrent lentement le long du lac. Jonathan expliqua comment plier un bateau en papier. David dit qu'il se souvenait encore de la façon dont le vent du soir soufflait autrefois. Emily acquiesça, suggérant que la prochaine fois, ils apporteraient du papier plus épais afin que le bateau ne coule pas. La lumière oblique de l'après-midi se répandait sur l'eau, douce et scintillante. Avant de se séparer, David remit le programme de la semaine suivante. Jeudi après-midi, il demanda à Jonathan s'il pouvait l'aider à aller chercher et déposer les enfants. Jonathan acquiesça. « Le ferons ensemble, » dit-il. David serra l'ours en peluche contre lui en murmurant merci sur le chemin de la porte. Emily courut soudain devant, se retourna et tendit les deux mains. Jonathan et David coururent lentement après elle. Elle attrapa leurs mains et les tira vers le milieu en riant. Son sourire n'était pas entièrement dépourvu d'ombre, mais il était suffisamment lumineux pour redessiner l'horizon au loin. Il ressemblait à une corde cassée qui était en train d'être renouée, pas encore parfaitement, mais de plus en plus solidement à chaque pas. Au milieu du parc, cette saison-là, une petite fille courait entre deux hommes, s'agrippant fermement à eux, symbole vivant d'une famille recousue à partir des ruines. À la fin, l'histoire s'est terminée par un sourire qui n'était pas encore complet, mais suffisamment lumineux pour ouvrir un nouveau ciel. Les malfaiteurs avaient été punis par la loi et par la vérité elle-même. Les bons avaient été récompensés par la confiance, par la chance de recommencer à zéro et par une famille reconstruite à partir des ruines. Emily avait deux pères, l'un qui gardait les souvenirs et l'autre qui construisait l'avenir. C'était un message simple mais puissant. Lorsqu'une porte se ferme à cause de l'injustice, nous devons tout faire pour ouvrir une porte de compassion. Je voudrais vous demander quel moment vous a le plus touché, quelles paroles d'Emily vous ont laissé sans voix. Si vous étiez à la place de Jonathan, qu'auriez-vous fait en voyant une enfant chassée de chez elle? Et si vous étiez David, auriez-vous eu le courage d'admettre vos erreurs et de vous engager à nouveau sur le long chemin de la rédemption? En tant qu'animateur de cette chaîne, je me soucie vraiment de vos sentiments. Est-ce que tout va bien pour vous ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui vous pèse lourdement sur le cœur? N'hésitez pas à partager vos commentaires, nous sommes là pour nous écouter les uns les autres. Si vous traversez une période difficile, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des mains bienveillantes, parfois sous la forme d'un inconnu prêt à s'arrêter en voiture et à vous dire « À partir de maintenant, tu marcheras avec moi ». Si vous aimez les histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à suggérer un sujet que vous aimeriez lire ou partager votre propre histoire. Qui sait, la prochaine histoire pourrait être votre parcours vers la guérison et, ensemble, nous écrirons une fin juste, douce et pleine d'espoir.